Bonsoir, merci d'être là ce soir. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur Internet pour la dernière conférence de la session du printemps de Bibliothèque du Lumière, donc du projet du Musée d'Yverdon Région, en partenariat notamment avec l'Université de Lausanne, qui est très bien représentée aujourd'hui, nous avons la présence donc, de l'auteur du livre qui sera présenté aujourd'hui, Sylvie Moret-Petrini, à ma droite, et puis à ma gauche, François Rosset, qui nous fait l'amitié d'être là, professeur à l'Université de Lausanne, qui viendront donc animer cette dernière discussion de ce cycle qui va recommencer à l'automne. Donc je passe tout de suite la parole à nos invités, et puis vous pouvez évidemment retrouver cette conférence sur le site du musée d'Yverdon Région. Merci François. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est vrai que nous sommes là pour parler d'un livre important, d'un livre qui va certainement faire date, qui porte sur un objet qui semble être local, puisqu'on va parler de documents qui sont conservés dans les archives de la Suisse romande, mais en même temps un livre qui s'inscrit dans un courant d'historiographie beaucoup plus large. On reviendra peut-être sur cette question tout à l'heure. Ce livre s'intitule L'enfance sous la plume. C'est déjà très bien choisi. L'enfance sous la plume, ça veut dire que c'est un livre qui nous parle de l'enfance à une période où on a eu longtemps coutume de penser qu'au fond les enfants n'intéressaient guère les adultes jusqu'au XIXe siècle. Et il est vrai que la littérature du XVIIIe siècle n'abonde pas en personnages d'enfants. Les enfants ne sont pas très présents dans le monde représenté par les contemporains de l'Ancien Régime. Ce travail pionnier de Sylvie Moret-Petrini, associé à d'autres qui l'ont précédé concernant d'autres régions d'Europe, nous montre que, en fait, c'est tout le contraire. L'enfance est une question très ouverte, très brûlante même, et une question qui est abordée de plusieurs points de vue. Elle est abordée d'abord par des gens qui pensent de façon un peu programmatique, par des philosophes, et qui élaborent des propositions et parfois même des théories de l'éducation. Dans une première partie du livre, Sylvie Moret-Petrini explique très bien, au fond, comment s'articulent ces différents discours de nature théorique sur l'éducation, et comment aussi, très rapidement, tout le monde connaît bien sûr l'exemple de l'Émile de Rousseau, mais comment très rapidement ces traités ont été pris au sérieux par les éducateurs, par les gouvernants, les gouvernantes, et personnages mis en lumière de façon formidable dans ce livre, les parents, sans parler des enfants eux-mêmes. Mais l'enfance sous la plume, cela veut dire que ça n'est pas un livre général sur l'enfance, c'est un livre sur l'enfance qui écrit, ou qui est écrite. Parce que le matériau sur lequel Sylvie a travaillé, Sylvie est une historienne, donc elle travaille sérieusement, elle travaille sur des documents d'archives, les matériaux sur lesquels elle a travaillé, eh bien, ce sont des textes qu'on qualifie aujourd'hui volontiers d'égo-documents, de textes intimes, qui sont bien sûr des journaux intimes, mais aussi des correspondances, des notes de toutes sortes, un matériau sur lequel les historiennes et les historiens d'aujourd'hui travaillent beaucoup, un peu partout dans le monde. Je crois que c'est vraiment un courant très, très vivant. Mais ce qui a intéressé Sylvie, ce sont, dans cette masse d'égo-documents, ce sont ceux qui ont été produits dans un objectif pédagogique ou peut-être plutôt dans un objectif d'éducation. Et ces écrits, ils émanent des éducateurs et des parents qui décrivent le développement de leurs enfants ou des élèves qui leur sont confiés, mais aussi, et ça c'est formidable,
ces écrits sont aussi produits par les enfants eux-mêmes, puisque dans ces programmes d'éducation, il est beaucoup question de faire écrire les enfants. Et au fond, le journal et le regard critique, analytique en tout cas, ou proto-analytique pour les enfants, on va dire ça comme ça, ce regard, un regard fixé dans la langue, sur le papier, dans des cahiers qui sont tenus régulièrement, il y a une discipline qui est demandée à ces enfants. C'est une pratique pédagogique qui s'amplifie très considérablement à l'époque, pour le bonheur d'historiennes et d'historiens comme Sylvie, puisque ça laisse des traces. Alors peut-être qu'on aura le temps de venir tout à l'heure sur les traces qu'on n'a plus, parce que ça c'est évidemment une question très importante, mais en tout cas il y en a, et c'est bien pour ça que Sylvie a pu donner à son livre un sous-titre assez ambitieux, La diffusion de l'écriture éducative en Suisse romande, 1750-1820, parce qu'elle a pu travailler sur une bonne centaine de documents de ce type, qui sont parfois énormes, parfois ils sont petits, mais ils sont parfois énormes, et donc on a affaire à une mise en lumière de ce matériau, une mise en lumière qui nous parle, donc, je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie, on fait le point sur les opinions et les théories d'éducation, et puis ensuite on entre dans le matériau, et ce matériau permet de comprendre beaucoup mieux quelle était la conscience éducative, d'une part des gouvernants et des gouvernantes, mais qui souvent n'avaient pas de formation comme on l'entend aujourd'hui, et qui connaissaient quelques pratiques, et notamment celles qui sont décrites ici. Mais aussi, il est question des parents. Il y a de très très belles pages sur les discours maternels sur leurs enfants, des pages aussi très belles, mais peut-être plus étonnantes encore, sur les discours paternels qui sont consacrés à l'éducation des enfants, et parfois de tout petits enfants. Et le chapitre peut-être le plus novateur, même si les précédents le sont déjà, la partie la plus novatrice, c'est celle qui est consacrée, me semble-t-il, la plus novatrice, c'est celle qui est consacrée à la production des enfants eux-mêmes. Donc on a, si vous voulez, l'ensemble des acteurs d'un processus éducatif qui est décrit avec beaucoup de minutie, beaucoup de clarté, et puis aussi avec la mise en valeur vraiment très réussie de ces sources, ce qui devait être extrêmement compliqué. On va y revenir tout à l'heure, parce que ces sources, on l'a dit, sont très abondantes, et le choix des citations est particulièrement réussi. Si on a le temps, on va peut-être prendre quelques extraits tout à l'heure. Donc voilà un petit peu quelle est la teneur de ce livre. Alors moi, j'aimerais tout de suite donner la parole à Sylvie. D'abord, évidemment que si elle veut corriger ce que j'ai dit sur son livre, elle le fera. Mais moi, ce que j'aimerais lui demander, c'est au fond comment on entre dans une enquête de ce type, quelle est l'histoire de cette enquête historique. Au fond, bien sûr, c'est un travail universitaire, mais le choix d'un sujet, la démarche, tout ça n'est jamais très anodin. Alors, ça nous intéresse sûrement de savoir comment tu es arrivé à ce continent. Bon, merci beaucoup pour cette introduction, et je n'ai rien à corriger, je te rassure vraiment. Alors, merci également pour cette question. Je dirais que la thèse, la recherche, elle est partie vraiment un peu d'un hasard. Elle s'est orientée, disons, dans cette voie vraiment par le biais d'un hasard, alors que je consultais des inventaires d'archives aux archives cantonales vaudoises. J'ai été interpellée par une notice qui annonçait Journal de Cécile Constant, tenu par ses institutrices 1809-1819. Alors, en voyant l'intitulé Journal,
institutrice et surtout la longue durée, 1809-1819, mon intérêt a été un peu mis en appétit, disons, et donc j'ai fait monter ce journal et je me suis retrouvée avec 24 cahiers qui couvrent effectivement les 10 années de la vie de cette jeune lausannoise, rédigés par 2 institutrices qui se sont succédées auprès de la famille Constant. Alors, j'ai ouvert les cahiers, je les ai feuilletés, et puis peut-être que pour bien vous montrer un peu la nature de ce matériau, je vais me permettre de lire juste la première page, qui est aussi la démarche que j'ai faite lorsque j'ai trouvé ce journal. Et voilà ce que nous dit l'institutrice, mademoiselle Vittel, qui est donc gouvernante de cette jeune fille qui est alors âgée de 6 ans. Mardi 31 mai 1809. Cécile a fort bien rempli ses devoirs de la matinée, mais elle m'a désobéi avant dîner en allant trop loin de ma portée sans permission. J'espère que ce sera la dernière fois, car elle me l'a promis, de même que de ne plus jouer avec de l'eau quand elle est habillée. Ce soir, Cécile s'est beaucoup trop agitée et a fait plus de bruit qu'elle ne le devait pendant qu'elle était au salon. On a eu de la peine à la calmer et j'ai vu le moment où il faudrait la menacer du journal pour la faire entrer dans son lit et y rester tranquille. J'espère que demain, ma chère Cécile, attendra patiemment qu'on vienne l'habiller. Alors, un journal, on le comprend, qui observe cette jeune fille, non pas sur, disons, le contenu de ses apprentissages, le journal se poursuit de la suite, journée après journée, c'est un journal quotidien, donc qui suit cette jeune fille pendant 10 ans, et on observe cette jeune fille sous le point de vue moral. On observe son comportement durant la journée. A-t-elle bien rempli ses tâches? A-t-elle été agréable avec ses parents? Et l'institutrice consigne minutieusement chaque action de la jeune fille. Ce journal, chaque matin, est lu à cette jeune fille par son institutrice, qui lui fait ainsi prendre conscience des fautes qu'elle a commises et de ce qu'elle doit encore améliorer. Et chaque semaine, Cécile elle-même est contrainte de le lire à ses parents. Il y a une sorte d'examen hebdomadaire où cette jeune fille lit la semaine du journal et ainsi son comportement est montré, disons, est expliqué à ses parents. Alors, lorsque j'ai eu ce journal entre les mains, j'ai vraiment eu l'envie de comprendre quelle était la nature du document que j'avais dans les mains. J'avais envie de savoir si c'était représentatif de quelque chose qui s'était largement diffusé, j'en avais pas connaissance au préalable, et comment en fait était arrivée dans cette famille lausannoise l'idée de tenir un journal de cette nature. Et dans ce cadre-là, j'ai eu vraiment l'immense chance d'être intégrée à un projet de recherche dirigé par la professeure Danielle Tosato-Rigaud, qui était un projet de recherche sur l'écriture personnelle en Suisse romande. Donc, une petite équipe a écumé des archives romandes à la recherche de tout type d'écrits personnels. Et de mon côté, j'ai été intégrée dans ce projet avec l'idée de mettre de côté un peu des documents qui pourraient s'apparenter à ce journal éducatif que j'avais eu entre les mains. C'est comme ça que s'est composé en fait ce corpus d'écrits en lien avec l'éducation et le projet de recherche des écrits personnels était roman. Donc on est allé dans le canton de Vaud, Genève, Neuchâtel, Valais, le Jura et Fribourg également. Et puis ensuite, pour la constitution vraiment de mon corpus de thèse, je me suis focalisée sur les cantons protestants, Neuchâtel, Vaud et Genève, simplement parce qu'en fait, j'avais pas le même matériau qui avait été produit et conservé, disons, sur les territoires du Valais et de Fribourg. Ensuite, disons, il a aussi fallu réfléchir à un cadre chronologique et, disons, ce qui m'a intéressée, c'est déjà, on voit le développement de ces pratiques et il apparaît clairement qu'on a plus de matériaux de ce genre à partir des années 1760-1770, donc il fallait comprendre pourquoi est-ce qu'il semblait y avoir quelque chose qui se passe et on le sait, disons, le XVIIIe siècle est perçu véritablement comme le siècle de l'éducation. Et les années 1760, tu as cité précédemment Rousseau, c'est les Mythes de Rousseau, publié en 1762, et qui, dans son sillage, permet, disons, l'explosion de toute une littérature pédagogique qui s'adresse précisément aux agents de l'éducation, que tu as rappelé, les parents, les précepteurs et les gouvernantes. Et donc, l'idée, c'était de se dire, mais s'il y a une explosion de cette littérature d'éducation qui s'adresse à un lectorat précis, qui sont donc les parents, les précepteurs et les gouvernantes, ça veut dire que quelque part, ils sont
réceptifs, ils ont envie, ils ont besoin de ce genre de littérature et qu'il était possible de voir quelle pouvait être l'influence de cette littérature d'éducation sur les pratiques mises en application au sein des familles. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'était vraiment de partir sur une histoire, comme tu l'as rappelé d'ailleurs, du côté des acteurs, des agents de l'éducation, history from below, quelque chose qui se fait beaucoup à l'heure actuelle, hein, l'histoire vue d'en bas, ne pas partir d'une histoire de l'éducation par le biais des traités éducatifs, mais de partir d'une histoire de parler d'une histoire de l'éducation par le biais des pratiques. Et pour avoir accès à ces pratiques, eh bien, les écrits personnels apparaissaient le matériau le plus prometteur, disons. Même si, comme tu le rappelles dans la conclusion, évidemment, ces écrits personnels sont extrêmement précis, nous renseignent immédiatement sur une expérience humaine, et puis en même temps, pour l'historienne ou l'historien qui souhaite quand même pouvoir construire des réflexions un petit peu plus générales, c'est un matériau qui peut être, qu'il faut prendre avec prudence. Absolument. C'est vrai que c'est un matériau avec lequel on doit apprendre à travailler parce qu'on peut être vite absorbé, disons, par ces journaux qui, tu as évoqué avant les citations. C'est vrai que chaque page est une citation potentielle et le croisement que j'essaye de faire dans l'ouvrage entre la littérature pédagogique et les écrits personnels me permet d'avoir vraiment un prisme. L'idée, c'était vraiment de voir, en fait, l'influence de cette littérature d'éducation sur les pratiques éducatives et la façon dont ces pratiques éducatives étaient écrites, transcrites par les scripteurs dans leurs journaux, dans les journaux de nature éducative qu'ils ont produits. Oui, on va sûrement revenir tout à l'heure sur ces questions, mais j'aimerais peut-être qu'on aborde maintenant une question, on va dire, de géographie. Le livre a été publié aux presses universitaires de Rennes. Alors pour toutes les historiennes, tous les historiens, ça signifie beaucoup, parce que je ne sais pas si le public le sait, mais c'est une des maisons aujourd'hui les plus prestigieuses en ce qui concerne la publication de travaux en histoire moderne. Et c'est vrai que de pouvoir publier un essai historique, en l'occurrence issu d'une thèse de doctorat, aux presses universitaires de Rennes, est devenu dans le monde francophone vraiment déjà un succès considérable. Et je dirais même pour les lectrices et les lecteurs une garantie de qualité du travail. Tout le monde ne publie pas aux presses universitaires de Rennes. Mais ça fait plaisir de complimenter les amis, mais ce n'est pas pour ça que je dis ça. Parce que ce qui m'intéresse dans cette question, au fond, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre un travail d'histoire locale, le sous-titre le dit bien, la diffusion de l'écriture éducative en Suisse romande, 1750-1820, et le public, on va dire, quand même largement international, en tout cas en ce qui concerne la corporation des historiens, le public des presses universitaires de Rennes, qui elles-mêmes sont ancrées dans un milieu très particulier. Tu évoquais tout à l'heure la question du protestantisme. On ne peut pas beaucoup s'imaginer que le protestantisme ait beaucoup ému les Bretons, mais ma question, en dehors des observations un peu caustiques qu'on peut faire, ma question c'est au fond de savoir peut-être deux choses. La première, c'est est-ce que ton enquête permet de mettre en évidence quelque chose de spécifique à la Suisse romande en ce qui concerne ses pratiques éducatives? Et puis, la deuxième question, dans quelle mesure ce travail d'histoire locale a une capacité, je dirais, de redéploiement pour la réflexion sur l'histoire de l'éducation dans d'autres contextes. Donc, la réponse à la deuxième question, c'est oui, puisque les presses universitaires de Rennes se sont intéressées à cette histoire locale suisse, c'est bien la preuve que ça fonctionne hein, pour un public autre que le public local. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette particularité suisse et puis en même temps de cette
possibilité justement de redéployer ces observations dans un contexte plus large. Oui. Alors effectivement, disons, je dirais que la particularité locale, et c'est la raison aussi pour laquelle l'enquête a été rendue possible, disons, c'est justement le matériau qui est resté. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent l'abondance de ce matériau dans les archives. Il y a une question de production, évidemment, hein, le fait qu'on trouve des journaux personnels, des journaux éducatifs dans les archives indique que ce matériau a été produit sur place. Mais il y a aussi toute une politique de conservation qui a été menée par les archives et qui ont sollicité les grandes familles locales, vaudoises, genevoises, neuchâteloises, pour déposer leurs fonds d'archives. Et c'est grâce à la constitution de ces fonds privés, qui sont vraiment très conséquents sur ces territoires, qu'on peut avoir accès à ce type de matériaux. Alors, disons, la question, et je l'ai un tout petit peu abordée en expliquant que finalement j'avais dû recentrer mon enquête sur les territoires protestants, ça touche ici vraiment à la question de la production. Alors, sans vouloir dire que les catholiques n'ont pas produit ce même type de matériaux, disons, en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont un rapport à l'écriture personnelle qui est très différent des espaces protestants. Et je dirais que le matériau tel que j'ai pu le mettre en évidence, et tu évoquais précédemment également les écrits d'enfants qui sont analysés dans le cadre de cet ouvrage, disons, ça c'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, il n'est pas possible de trouver ailleurs qu'en Suisse romande. À l'heure actuelle, le corpus il se monte à environ 80 textes produits par les enfants, rédigés soit sous forme de journaux personnels, soit sous forme de journaux de voyage. Et en comparaison internationale, disons, on a ça nulle part. On en a quelques-uns qu'on peut compter sur les doigts d'une main en France, on en a quelques-uns en Hollande. Alors, il y en a plus sur les territoires anglophones. Et là, aussi, le milieu puritain a produit beaucoup d'écriture personnelle. Et là, on voit vraiment la question confessionnelle qui réapparaît, en fait, au prisme de ces découvertes d'archives. Alors, évidemment, la question éducative, comment est-ce qu'on a eu à cœur de former les enfants, c'est quelque chose qui traverse assez facilement, disons, les barrières et les frontières, disons. Et par conséquent, lorsque j'ai proposé mon livre aux presses universitaires de Rennes, disons, ils étaient aussi intéressés par à la fois la thématique éducative et justement également la question des pratiques d'écriture. Et disons, l'ouvrage s'insère aussi dans une série de publications qui sont également des thèses qui ont été élaborées autour de corpus d'écrits personnels, notamment la thèse de Naïma Hanafi qui a travaillé sur les pratiques médicales par le biais des écrits personnels, aussi cette volonté de faire une histoire du bas des pratiques médicales, et Mathilde Cholet qui a travaillé sur l'éducation d'une femme des Lumières, également par le biais de ses écrits personnels. Et donc, je pense que c'est vraiment ce croisement-là qui les a attirés, et cette thématique éducative qui a traversé aussi les siècles, je dirais. Bon, je pense que l'extrait que tu viens de nous lire sur la possibilité de menacer l'enfant du journal, par exemple, on voit très bien que ce journal a un rôle d'éducation morale extrêmement fort, je dirais même très dur. Et quand on a entendu cet extrait, on a tout de suite compris dans quel contexte, on va dire, de culture confessionnelle on se trouve. C'est tout à fait évident. Maintenant, tu parlais à l'instant de cette histoire par le bas. Et puis, d'un autre côté, on est évidemment toujours limité, toujours préorienté quand on travaille sur les périodes anciennes, pour lesquelles les documents sont toujours des documents écrits, parfois un peu d'iconographie, des documents écrits qui évidemment laissent de côté la majeure partie de la population. Et c'est aussi une chose qui est assez frappante dans ton livre, c'est que, au fond, l'immense majorité des documents, je ne veux pas dire tous, tu
précisera peut-être s'ils sont tous comme ça, je ne me rappelle plus s'il y a des exceptions ou pas, mais l'immense majorité des documents viennent des élites sociales, alors qui ne sont pas forcément la noblesse, mais aussi la bourgeoisie, et parfois même la petite bourgeoisie, ce qui nous montre bien d'ailleurs une observation qu'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'avec un degré d'alphabétisation dans nos régions qui est assez honorable par rapport à la moyenne européenne. Je crois qu'il n'y a que la Bavière qui a un taux d'alphabétisation plus élevé, d'après les chiffres dont je me souviens. Et donc évidemment qu'on voit aussi dans les citations, et en tant que littéraire, j'ai été très sensible au fait que tu es tenu à respecter les graphies d'origine en citant les manuscrits, parce qu'on voit très bien aussi que certes, tous ceux qui écrivent par définition sont alphabétisés, mais ils sont loin d'avoir tous la même maîtrise du code écrit, de la langue. Il y a quelques passages qui sont même, on peut dire, magnifiquement écrits, et puis d'autres qui sont très naïfs du point de vue de la maîtrise de la langue. Donc il y a déjà là une diversité, mais on n'a presque pas d'accès aux gens d'en bas, aux gens de peu. On fait une histoire d'en bas, mais on ne part pas de tout en bas, si on peut dire les choses comme ça. Évidemment, là, vous aurez compris que je ne qualifie pas le haut et le bas. On est ici dans un schéma. Et alors, ma question serait, est-ce qu'au détour d'écrits forcément produits par des gens avec un certain degré d'éducation, est-ce qu'au détour de ces écrits, on peut trouver des traces des pratiques éducatives de ceux qui n'écrivent pas? Alors, c'est une question très intéressante, et c'est aussi, ça me permet d'exprimer une certaine frustration en disant, parce qu'effectivement, lorsqu'on travaille, comme tu l'as extrêmement bien mis en évidence, lorsqu'on travaille sur des sources écrites, on travaille en principe sur un certain milieu, un milieu cultivé qui a pu produire ces écrits, et plus encore, dont les écrits ont pu être conservés, parce qu'en fait, la production a été forcément beaucoup plus large que ce qui est parvenu jusqu'à nous, mais ce qui a été conservé, souvent, effectivement, ça a été produit par les élites. Alors, effectivement, ces élites, en Suisse aussi, comme tu l'as rappelé du reste, ça peut être aussi la petite bourgeoisie. Donc ça nous donne aussi, entre une vieille noblesse vaudoise ou une petite bourgeoisie neuchâteloise, on a aussi une gamme sociale qui a aussi des accès à la formation différente. Et donc en ça, c'est intéressant. On a aussi tout un milieu paysan, disons, qui peut être également représenté du point de vue principalement notamment sur l'espace neuchâtelois, parce que là on a des paysans aisés qui ont laissé des écrits, mais disons voilà, c'est quelques exemples parmi une thèse qui est principalement consacrée aux pratiques éducatives de personnes privilégiées, disons. En revanche, je dirais que, on le sait, disons, il y a aussi une diffusion, un modèle d'imitation en quelque sorte des pratiques des élites par le biais des personnes qui les côtoient. Donc, les pratiques qui ont été mises en application dans le cadre de l'éducation des élites, on peut aussi voir une certaine diffusion à une autre échelle, par le biais des contacts. Les classes sociales sont très mélangées durant l'Ancien Régime, par le biais des serviteurs qui habitent dans les maisons, qui sont, disons, directement au contact aussi de ces familles. Et par conséquent, on le sait, disons, les pratiques qui sont mises en application dans les familles privilégiées sont également imitées par les couches sociales plus basses. Mais c'est vrai aussi, et ça tu l'avais rappelé en introduction, le travail par le biais des écrits éducatifs nous donne accès à des gens qui se sont sentis très impliqués, très concernés par les questions éducatives. Mais
c'est beaucoup de personnes, et ça on le voit aussi par justement cette production pédagogique qui se développe considérablement dans le dernier tiers du XVIIIe siècle. On sait que c'est non seulement la production pédagogique, disons, qui montre l'intérêt qui se développe pour l'éducation, mais également la question éducative, elle apparaît, et ça tu es peut-être encore mieux placé que moi pour le dire, dans la littérature d'agrément, on parle aussi des questions d'éducation qui montrent vraiment que c'est une question qui intéresse beaucoup. Et donc, le fait qu'on trouve ces écrits de nature éducative qui montrent l'investissement des parents, des précepteurs autour de ces tâches, c'est assez significatif de cet intérêt qu'on porte à la fois à l'enfant et à la formation. Et également, disons, de la croyance ou de l'idée de la force de l'éducation. Et je parle ici au château d'Yverdon qui a vu passer Pestalozzi. C'est Helvétius qui disait, mais d'autres l'ont dit aussi, l'éducation peut tout, elle fait danser l'ours, et c'est une idée qui véritablement est partagée par les gens du XVIIIe siècle qui ont une foi très forte dans la possibilité ou l'opportunité de l'éducation à renouveler la société. Et donc, cette idée-là, on voit que les familles de l'élite la partagent également et tentent de la mettre en application à leur niveau sur les enfants, sur leurs enfants. Il y en a qui résistent aussi. Il y en a qui résistent en continuant de soutenir qu'au fond, pour reprendre un vocabulaire de la pédagogie du XXe siècle, que l'inné est beaucoup plus fort que l'acquis et que... Il y a une citation d'ailleurs que j'avais notée qui m'a frappé, mais elle vient assez tôt dans le siècle, hein, c'est en 1732. Ah oui. C'est une citation d'Ami Lulin. Je vous avais promis tout à l'heure qu'on allait lire quelques extraits, mais voilà une citation. Par là, je connaîtrai les changements en bien ou en mal qui leur seront arrivés, donc à ces enfants. Je pourrai savoir s'il est vrai, ce que j'ai toujours cru, que les enfants sont pour l'âme en petit, dès leur plus tendre jeunesse, ce qu'ils seront un jour en grand. Même défaut, même vertu à peu près dans l'un et dans l'autre état, il n'y a que la diversité des circonstances qui en modifie l'apparence, le fond ne change pas, l'éducation développe, rectifie, il est vrai bien des choses, mais l'essentiel du caractère est indélébile. Oui. Et là, il y a une tension avec avec la plupart des documents que tu mets en lumière. Absolument, c'est vraiment ça. Et c'est d'autant plus intéressant qu'Ami Lulin, c'est justement le patriarche d'une grande famille et qui va... c'est le grand-père d'Albertine de Saussure, l'arrière-grand-père d'Albertine de Saussure, grande pédagogue qui, à la fin de sa vie, va produire l'étude sur le cours de la vie, une œuvre pédagogique en 3 volumes qui va être publiée à partir des années 1828, où elle milite en faveur du journal d'observation des enfants. Elle dit, et c'est vraiment intéressant parce que dans son milieu genevois, c'est là qu'on a le plus de journaux d'observation tenus par des mères qui, dès la naissance de leurs enfants, ont eu à cœur de consigner le développement des enfants, la percée des dents, les maladies infantiles, etc. Et Albertine de Saussure, en 1828, elle dit « Mais c'est incroyable, on n'a pas trouvé une seule personne, un seul père, qui se soit mis à sa plume pour observer minutieusement l'enfant. Il faut le faire. Et les mères, c'est à vous que je m'adresse. Prenez la plume, observez vos enfants, vous êtes les mieux placés, c'est vous qui êtes là. » Et c'est très intéressant parce qu'on a presque le même plaidoyer à la fin du XVIIIe siècle avec un pédagogue allemand qui s'appelle Campe, qui lui publie un ouvrage dans lequel il appelle justement les pères à prendre la plume et à observer leurs enfants depuis la naissance. C'est l'idée qu'on ne connaît pas encore le matériau sur lequel on travaille l'enfant, et Rousseau ne dit pas autre chose. Dans la préface de l'Émile ou de l'éducation, il dit « Commencez par observer vos enfants, car assurément, vous ne les connaissez pas assez. » Et plus loin dans l'ouvrage, il dit « Il faudrait qu'un homme sage nous donne un traité de comment bien observer les enfants. » Donc il y a vraiment l'idée
qu'il faut apprendre à connaître l'enfant. Et la réflexion d'Amélie Lulin, en ça, est intéressante parce qu'elle montre aussi qu'on réfléchit à ce que ça veut dire que l'éducation, et ce que ça veut dire que l'enfant, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il reçoit cette éducation, et le type de matériaux, les journaux d'observation, qu'ils soient tenus par les pères, par les mères, par les précepteurs, attestent de cette volonté, en quelque sorte, un peu de scientifiser la méthode, dans le sens où la première chose qu'on fait, c'est qu'on observe. On part des faits. Et donc, en ça, c'est vraiment, il me semble, assez intéressant d'observer ces écrits et de voir comment est-ce qu'on a eu à cœur, véritablement, d'apprendre à connaître l'enfant, ses différents stades de développement, avec l'idée que la connaissance de l'enfant allait produire en quelque sorte des meilleurs pédagogues et allait permettre aux parents, aux éducateurs d'adapter les méthodes éducatives au public qu'ils visaient en quelque sorte. La question étant, est-ce que les meilleurs pédagogues font de meilleurs enfants? C'est peut-être, enfin, c'était pas le sujet du livre et je comprends très bien pourquoi. Enfin, mais on pourrait peut-être aussi aborder un autre point qui est très important en lien avec ton travail, c'est que, comme d'ailleurs tu l'as rappelé au passage tout à l'heure, c'est vrai que ces documents sont des documents qui nous renseignent sur les pratiques familiales, domestiques, sur éducatives bien sûr, sur une certaine réalité du tissu social, du quotidien aussi, la plupart étant des journaux, donc ça nous donne aussi un rythme de lecture qui est très, très intéressant et régulier. Mais en même temps, ce sont des écrits personnels au sens où on les aborde dans une perspective plutôt littéraire. Ce sont des textes dans lesquels transparaissent un certain nombre de choses. Et notamment, c'est la période sur laquelle tu as travaillé, hein, je rappelle, 1750-1820, c'est justement la période où ces journaux de type moraux, tellement nombreux dans la tradition protestante, justement, hein, depuis l'Alsace jusqu'à un peu partout, on les observe. Donc ces journaux, on va dire, de contenu, ces journaux dans lesquels on voit chaque jour une première notation qui est météorologique. Voilà, on indique aussi ce qu'on a dépensé, ce qu'on a fait très concrètement. Ces journaux, donc, commencent à être infiltrés par des préoccupations, on va dire, égotiques ou personnelles. Et donc, évidemment, que quand une mère commence à parler de son enfant et qu'elle est elle-même, je dirais, prise par ces nouvelles tendances de l'écriture du moi, elle écrit autant sur elle-même que sur son enfant. Ce qu'on observe très bien. Et je voulais, à cet égard, citer un tout petit passage d'une des figures importantes de ce livre, mais il y en a tellement que je préfère ne pas hiérarchiser, mais enfin, Catherine Charrière de Sévry, figure très importante, et elle écrit ceci: « J'ai commencé ce journal en 1768 pour retrouver une fois les traces de ce que nous avons fait et pensé dans des temps qui seront effacés de notre mémoire, tous ces petits événements et des dates qui sont rapportés ici ne peuvent être intéressants pour personne que pour mon ami et moi. » C'est comme ça qu'elle désigne son mari. Voilà. Et donc, on voit très bien ici que l'enjeu, il est aussi un enjeu de construction de soi ou de discours sur soi, de premières approches, on va dire, du discours sur soi. Et je me demandais dans quelle mesure cette dimension-là pouvait, d'une certaine manière, un peu parasiter ton objet. Alors, c'est vrai que, disons, cette dimension du moi, je pense que c'est quelque chose qui est très fort, que ça soit pour les précepteurs et gouvernantes ou les mères et les pères. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, on en apprend autant sur l'objet qu'ils observent, l'objet qu'ils observent, l'enfant,
que sur la façon dont eux-mêmes perçoivent leur rôle, à la fois comme précepteurs ou gouvernantes, à la fois comme père et comme mère. Alors, je vais peut-être m'arrêter un tout petit moment sur la question des mères, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est assez éclatant, disons, dans les journaux, dans le sens où j'ai évoqué précédemment ces journaux tenus par les mères dès la naissance de leurs enfants. Il y a tout un discours, et là encore, on peut citer Rousseau, qui redéfinit le rôle des mères, notamment autour d'un phénomène qui est celui de l'allaitement maternel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au XVIIIe siècle, la mortalité infantile elle est très forte, et dans le cadre d'une pensée ou de crainte de la dépopulation, disons des États, les gouvernements, les pédagogues, les médecins font une offensive envers les mères pour qu'elles allaitent elles-mêmes leurs enfants, rendant les nourrices ou la nourrice mercenaire, disons, responsable en partie de la forte mortalité infantile. Et Rousseau, lui, il dit, oui, il faut le faire pour ces raisons, il faut allaiter ses enfants pour des raisons aussi d'ordre démographique, mais pas seulement. Il faut allaiter les enfants parce que ça va permettre à la mère et à l'enfant de construire une relation forte. Et il dit même, mais comment vous, mère, vous pouvez donner votre enfant qui va ainsi donner ses premiers sourires, ses premières marques d'affection à quelqu'un d'autre que vous? Et ce discours de Rousseau, qui met en fait comme, disons, idée ou critère faisant de la mère une bonne mère, la marque d'attachement que l'enfant lui octroie, eh bien, on voit à quel point les mères en sont conscientes et agissent en fonction de cette injonction. Et les mères dont j'ai pu observer, disons, la pratique par le biais de leurs journaux, elles observent avec minutie le moment où l'enfant les distingue des autres personnes et toutes le consignent. C'est moi qui l'aime le mieux. Et les pères également produisent ce même discours. Parfois, on a des journaux tenus par les mères et dans lesquels les pères consignent aussi quelques notes à certains moments. Et les pères ont aussi à cœur de dire oui, c'est sa mère qui l'aime le mieux, c'est à elle qu'il sourit lorsqu'il l'aperçoit. Et donc, si vous voulez, c'est le critère numéro 1 de réussite maternelle. Le fait d'avoir allaité son enfant, le fait d'en être aimé, et un aspect aussi très important où la mère également à la fois se met en scène, mais met en scène quelque chose qu'elle fait. Il n'y a pas de volonté de tromperie, disons, mais il y a une volonté quand même clairement de se décrire dans le rôle de cette bonne mère. Et la question de la santé, à cet égard, elle est très importante. J'ai dit avant, forte mortalité infantile, pression mise sur les mères pour conserver leurs enfants, et ces mères, elles sont très conscientes du poids qui pèse sur leurs épaules et de l'importance de suivre avec attention les différentes maladies infantiles, les différentes phases aussi de danger de la vie des jeunes enfants, la percée des dents. Toutes les mères expriment une satisfaction énorme au moment de la percée de la dernière dent. Certaines disent, mais mon Dieu, merci d'avoir conserver mon enfant, et également des moments cruciaux tels que l'inoculation de la variole sont observés aussi avec attention, et toutes les maladies infantiles. Donc la conservation de la santé, on sent véritablement une prérogative maternelle et une mère qui a à cœur de se décrire comme très impliquée dans la conservation de la santé de l'enfant. En même temps, cette question de l'allaitement, on pourrait presque la lire comme une métaphore de l'ensemble de tout ce que tu décris ici, c'est-à-dire justement l'attachement à l'enfant, l'injonction de s'attacher à l'enfant, cette nouvelle définition au fond du rôle des parents éducateurs et non plus seulement géniteurs, et tout cela est vraiment très intéressant, mais il y a plusieurs citations dans ton livre qui montrent que ce problème-là de l'allaitement est aussi, dans beaucoup de cas, source de frustration, de culpabilité, quand ça ne marche pas. Oui, absolument. Ou quand on ne peut pas, ou quand on ne veut pas. Oui. On a une espèce de presque une ostracisation de celles qui résistent à cette injonction. Oui,
on l'a dit, hein, Rousseau met à la mode l'allaitement maternel, on le voit, père et mère sont nombreux à partager l'idée qu'il faut que la mère allaite, mais effectivement, tout le monde n'est pas convaincu par ça. Des médecins s'opposent, notamment en fonction de la faiblesse de certaines mères, on estime qu'elle n'est pas en mesure d'allaiter son enfant, et donc ça peut être source de frustration chez la mère qui ne peut pas allaiter, ou parfois c'est le mari qui s'oppose à l'allaitement maternel pour des raisons aussi médicales, la crainte des conséquences sur la santé de la mère, et donc effectivement on voit à quel point cette question elle est centrale, ça apparaît clairement. Alors, je pense qu'il va être temps de faire participer notre public, mais peut-être que, avant de donner la parole au public pour des questions ou des observations, le public ici présent ou le public en ligne, j'aimerais citer un passage parce que j'ai évoqué tout à l'heure le côté souvent extrêmement attachant de ces textes et je voulais quand même donner un exemple. Alors je ne vais pas contextualiser qui parle, etc., parce que le texte se suffit à lui-même. Écoutez donc ceci, ça n'est pas très long. Les petits discours d'Adrien sont remarquables par leur netteté et leur précision. Adrien a 5 ans, en l'occurrence ici. Hier, il me disait « Je sais bien que je n'ai pas épousé Betsy Ulrich, parce qu'il faut aller au temple pour se marier, et que nous n'y avons pas été. Mais c'est égal, je l'épouserai quand je serai grand, d'abord parce qu'elle est très jolie, ensuite parce qu'elle a été très bien élevée, mais surtout parce qu'elle est très bonne. Voilà pourquoi c'est elle que j'épouserai, et je n'épouserai jamais qu'elle. » Et voilà, beaucoup de citations du même charme, si je puis dire. Voilà, mais je vous en prie, si qui veut s'exprimer, poser une question, intervenir. Oui. Oui, monsieur. Dans vos sources, la première que vous avez citée, c'était la gouvernante qui parlait, qui tenait son journal. Est-ce que par le plus grand des hasards, vous auriez eu les deux sources, à la fois la gouvernante et à la fois le journal intime de l'enfant, pour le ressenti et les différences? Alors, merci infiniment pour cette question. Et effectivement, on aurait pu l'avoir, parce qu'on sait qu'à un moment, la gouvernante a demandé à Cécile de tenir un journal. Mais ce journal n'a pas été conservé et on a juste une mention, disons, de la gouvernante qui incite la jeune fille à tenir un journal et ensuite, on n'en a pas d'autres traces. Donc, et c'est vrai que le journal éducatif, disons, dans le style de ce qui a été mis en place dans la famille Constant, c'est vraiment ce qu'on voit aussi qui est mis en place auprès d'enfants, parfois dès leur plus jeune âge, dès l'âge de 8 ans. On a des journaux qui sont tenus par des jeunes filles où c'est notamment le cas de Henriette Herbort, qui est une jeune fille bernoise qui rédige en français, donc une difficulté supplémentaire. Et ce journal, il est dirigé par son père, qui lui demande de faire exactement ce que fait la gouvernante de Cécile Constant, c'est-à-dire observer son comportement. Ce n'est pas vraiment les activités de sa journée qui intéressent le père d'Henriette, mais c'est vraiment la façon dont elle s'est comportée. Est-ce qu'elle a été suffisamment active? Est-ce qu'elle n'a pas perdu de temps? Est-ce qu'elle a été agréable avec les personnes qui l'entourent? Et donc, parfois, ce journal, il est même rédigé un peu sous dictée du père qui disons, donne les pistes à la jeune fille pour la rédaction de ce journal. Et de façon très intéressante, ce qu'on voit, c'est que ce journal, il est tenu pendant environ 2 ans. Ensuite, elle le reprendra lorsqu'elle sera adulte. Et il y a en fait 2 phases. Il y a la phase où elle est sous l'œil attentif du père, et il y a la phase où elle se rend à Berne, confiée aux bons soins de sa grand-mère. À ce moment-là, son père est bailli dans le pays de Vaud. Et elle est donc placée pendant quelques temps à Berne, et son père, comme recommandation, lui dit « Tu dois continuer à tenir ton journal ». Et en fait, le journal s'espace, le journal prend une autre forme et finalement le journal s'arrête. À partir du moment où on n'est plus sous la loupe du père qui observe, la jeune fille est très jeune, elle a 8 ans, eh bien le journal change de nature.
peut-être juste encore rappeler une chose qui est quand même très importante quand on considère la période d'où viennent ces documents, c'est que le journal intime en tant que production littéraire ne sera reconnu qu'un siècle plus tard. C'est dans les années 1870-80 qu'on commence à publier des journaux intimes. Au XVIIIe siècle, ils ont un statut vraiment très très différent, mais c'est à la fin du XIXe siècle qu'on va aussi commencer à publier des journaux beaucoup plus anciens. Et ça me paraît aussi très intéressant, mais en même temps, ça veut dire que les historiens doivent aller dans les archives. C'est comme ça. Et ça veut dire aussi que les scripteurs n'ont pas véritablement de modèle de journaux à leur disposition. Exactement. Et donc, on a des journaux de nature très différente. Oui. Tu as parlé des journaux spirituels, on a parlé de ce journal de contrôle de soi, mais on a des journaux qui sont du tout autre nature, des journaux où on voit clairement que l'objectif, c'est la mémorisation, on parle des lectures qu'on a faites, ou alors des journaux qui ont été appelés journaux de gestion sociale, où on parle des activités, des personnes qu'on a rencontrées, des soupers auxquels on a participé. Donc, on n'a pas un modèle véritablement fort de journal intime, disons, puisqu'effectivement, il n'y a pas de journaux publiés avant, disons, il y a un premier journal qui est le journal de Lavater qui sera publié sous forme d'extrait dans les années 1770, mais disons, effectivement, ça donne naissance à des productions vraiment très diverses. Oui, j'aurais une question, 2 questions, en fait. Je précise que je n'ai pas lu le livre, donc c'est des questions peut-être qui seront complétées par la lecture du livre. Une question sur la géographie du livre, du travail. Est-ce que vous avez constaté des différences probablement évidentes, mais je ne sais pas si le livre couvre les 2 confessions, donc des cantons ou des régions catholiques et des régions évidemment protestantes, en considérant Genève, la République de Genève qui est indépendante est dans la Suisse romande, disons de manière en tout cas théorique. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur des journaux de la région de Fribourg, des journaux de la région du Valais? Est-ce que vous voyez des différences? Et puis pour un peu donner du relief à la chronologie du livre, qui engendre la période révolutionnaire et qui engendre surtout les grandes publications de Rousseau et le début des publications de Pestalozzi, est-ce que vous voyez des moments où tout à coup les productions d'écrits éducatives vont changer, ou vont citer des textes, ou en tout cas vont être... Et est-ce qu'il y a un basculement quelque part dans cette chronologie-là, avec des grandes publications ou des choses qui seraient assez célèbres? Alors, sur la question, disons, des pratiques et de la dimension confessionnelle, je dirais qu'au niveau des pratiques elles-mêmes, je pense que, disons, on a parlé avant de la question de l'allaitement, c'est quelque chose qui évidemment traverse la frontière confessionnelle. On a des autobiographies valaisannes qui montrent à quel point cette question de l'allaitement est sensible, et je pense notamment au cas d'une autobiographie où le scripteur commence par dire « par qui je fus allaité », et il dit qu'il n'a pas été allaité par sa mère. Mais par contre, ce que je n'ai pas trouvé pour les cantons de Fribourg et du Valais, ce qui ne m'a pas permis de véritablement les inclure dans l'enquête, c'est des journaux produits à des fins éducatives tels qu'on les trouve sur le territoire genevois, vaudois et neuchâtelois. Et donc là, clairement, il y a une dimension confessionnelle qui me paraît assez évidente. Après, c'est un peu des pistes qui mériteraient d'être encore poursuivies, parce qu'on travaille aussi sur des fonds d'archives qui ne sont pas les mêmes, ou comme ça. Sur le territoire français, il y a quelques journaux de nature éducative qui ont été maintenant étudiés, et notamment qui ont été repérés par un littéraire français qui s'appelle Philippe Lejeune, qui a aussi identifié quelques journaux de nature éducative. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'écrit pas de journaux éducatifs si on est catholique et qu'on le fait si on est protestant, mais clairement, sur l'espace roman protestant, on a, semble-t-il, une production plus importante. En tout cas, il semblerait qu'en termes de conservation, on en a plus, ça c'est sûr. Et sur la question chronologique, alors je dirais qu'il n'y a pas de, entre guillemets, il y a un lien fort entre les injonctions des pédagogues qui proposent aux parents
aux éducateurs, aux enfants eux-mêmes, de tenir des journaux. Et là, dans le premier chapitre, je suis un peu la trace de ces pédagogues qui encouragent à la pratique du journal. Et ça prend son essor après Rousseau, donc c'est 1762, et les productions qui succèdent à Rousseau propose véritablement la tenue d'un journal. Alors parfois, justement, on en recommande la pratique à l'éducateur. Parfois, ce sont les parents qui sont visés, où on encourage les parents à ouvrir un journal. Et dans le même temps, effectivement, on recommande aussi cette pratique aux enfants. Et vous avez évoqué Pestalozzi, et je vais également l'évoquer. On le sait, au château, les enfants étaient aussi contraints à tenir des journaux de leurs apprentissages. Et on a le texte de Marc-Antoine Julien qui observe des jeunes filles en train de rédiger leurs journaux. Et donc, dans l'Institut de jeunes filles ouvert à Yverdon dans le milieu des années 1800, eh bien, on a vraiment la trace de la tenue d'un journal où on demande aux jeunes filles de parler des apprentissages, mais également d'observer leur comportement, etc., un peu dans la veine des journaux que j'ai décrits. Est-ce que nos amis des lointains ont des questions? Oui. Je reviens toujours au premier exemple avec la gouvernante. C'est donc des éducateurs privés qui n'ont qu'un ou deux, peut-être, enfants. Est-ce que dans l'écrit du journal, on voit, comment dire, ou bien dans l'écrit produit par les enfants, le problème justement de l'attachement à la gouvernante vis-à-vis de la mère, la gouvernante qui prend vraiment beaucoup de place dans l'éducation par rapport à la mère qui est le côté affectif. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. Donc effectivement, disons, elles ont des rôles différents. Et ça apparaît clairement dans les écrits. La mère, elle a le rôle de modèle, de façon assez évidente. Et donc tout ce que la gouvernante fait ou écrit met aussi, disons, sur une sorte de piédestal l'exemple maternel. Dans le même temps, vous avez absolument raison, c'est la gouvernante qui passe la majorité de son temps avec cette jeune fille. Et il y a vraiment une volonté, et ça, l'éducation des Lumières, elle est très ferme là-dessus. On a une vision assez totalitaire de l'éducation qui doit observer véritablement ou conduire toute la vie de l'enfant. On l'observe depuis son lever jusqu'à son coucher. Et le journal est une illustration de ça. Et dans le contrat des gouvernantes de Cécile Constant, qui est également conservé avec ces journaux, il est marqué que la gouvernante s'engage à ne jamais laisser la jeune fille seule, à moins qu'elle l'ait confiée à ses parents. Donc il y a un transfert des tâches entre la gouvernante et les parents, avec l'idée justement que la jeune fille est toujours sous les yeux le modèle qu'on souhaite qu'elle suive, que ce soit le modèle maternel, qui est le modèle vraiment ultime, ou le modèle de la gouvernante dont on attend un comportement exemplaire. Il y a un aspect qui est clairement mentionné, on ne doit jamais laisser les enfants à la cuisine. Ça, tous les livres d'éducation, disons, mettent en garde leurs lecteurs contre la fréquentation des enfants de la cuisine, sous-entendu que les enfants vont y apprendre un mauvais langage, des comportements inadéquats. Et donc, en filigrane, ça nous montre aussi que c'était une pratique courante, disons, de laisser les enfants, puisqu'on met en garde contre le fait qu'il ne faut pas les laisser. Et il y a un compte-rendu dans le journal de Cécile Constant qui montre que les parents arrivent une fois à l'improviste et la jeune fille se trouve où ? Dans la cuisine, et la gouvernante se fait clairement réprimander. Et là, le journal sert à la justification de la gouvernante qui écrit, car elle sait que les parents vont lire le journal, que c'était arrivé juste avant qu'elle a échappé à sa surveillance, mais voilà. Donc on voit bien à quel point le journal nous donne des informations à la fois sur l'enfant et à la fois sur le scripteur. Il y a une instrumentalisation aussi du scripteur par rapport au journal. Surtout dans le cas des précepteurs et des gouvernantes qui parfois le font lire aux parents. Il faut peut-être aussi rappeler que
les maisons des élites sociales de la noblesse dans nos pays sont de toutes petites maisons, bien pauvres en regard des grandes maisons aristocratiques européennes, où là les rapports étaient évidemment très très différents. Les précepteurs, les gouvernantes sont des domestiques comme les autres, comme les palefreniers, mais évidemment avec un statut un peu différent. Et là, la question de la distance et du rapport aux enfants, elle est certainement beaucoup plus compliquée à décrire. Et je doute que dans ces très grandes maisonnées, on puisse trouver des documents comme ceux que tu analyses dans beaucoup de familles nobles de nos campagnes ou de familles patriciennes à Genève. Oui, probablement, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que ce rapport de proximité et l'idée d'une éducation rapprochée dans un rapport de confiance, vraiment cette relation, disons, de confiance qu'on prône, qui doit lier l'éducateur avec son élève. Ça, les théoriciens de l'éducation essaient vraiment d'imposer cette idée que pour que l'éducation ait du sens et puisse se faire dans de bonnes conditions, il faut clairement travailler à établir ce rapport de confiance. Et dans l'exemple que je citais en introduction, lorsque Mademoiselle Vittel dit « cette chère, cette tendre Cécile », il y a tout un langage affectif envers son élève qui participe aussi de cette redéfinition de ce que devrait être le rapport de la gouvernante à l'enfant. Oui, Vincent. J'ai encore une question de curiosité, mais sur les interdits, vous parlez de la cuisine. Est-ce que les éducateurs, j'imagine, hein, est-ce qu'ils donnent d'autres types d'interdits? Alors la cuisine, c'est un espace domestique. J'imagine qu'il y a aussi des temps qui sont plus difficiles pour les éducateurs. Le temps nocturne avec les mauvaises pensées, c'est un peu la grande période de l'onanisme. En bon français, c'est la masturbation. Donc il y a une très grosse crainte des mauvaises pensées, en tout cas chez les Maurice Genevois. Est-ce que vous voyez chez les précepteurs des choses qui relèvent de manière systématique dans l'éducation qui serait puritaine, morale, protestante, voilà, des interdits qui reviennent très systématiquement? Alors, je dirais que dans le cadre des journaux qui ont été étudiés ici, c'est un aspect qui est assez peu traité. Mais effectivement, disons, dans le cadre d'autres types de documents, et notamment des documents qui émanent d'instituts d'éducation, la question de l'onanisme apparaît clairement, et c'est vraiment une grande crainte des instituts d'éducation que ne se diffuse cette pratique au sein de leur établissement. Et donc, mais disons, dans les journaux personnels, dans les journaux d'éducation, c'est pas une thématique que j'ai trouvée clairement mentionnée. Par contre, effectivement, il y a vraiment un cadre très strict en termes de fréquentation, en termes de personnes qu'on a le droit de côtoyer, disons. Là, rien n'est laissé au hasard, disons. Et ça, on le voit clairement. Et disons, je profite aussi de votre question pour dire que cette surveillance qu'on voit par le biais de ces journaux d'éducation, on la voit aussi, disons, entreprise par les enfants eux-mêmes dans leurs propres journaux. On voit à quel point cette autosurveillance, cette autoresponsabilisation, disons, elle transparaît dans les écrits personnels. Et là, les écrits personnels de jeunesse, ils servent à ça, à attester du fait qu'on est en âge maintenant de se conduire par soi-même, et l'écrit aide à gérer sa conduite au quotidien. C'est la gestion de son temps, c'est la gestion de ses apprentissages, c'est la gestion de la dimension sociale, disons, qui apparaît clairement dans les journaux ouverts à l'âge de 14 ans, des jeunes gens qui réclament une forme d'indépendance et qui se servent du journal pour attester le fait qu'ils sont en âge d'avoir cette indépendance, qu'ils peuvent y prétendre. Alors, il nous reste juste quelques minutes avant de prendre congé de nos publics. J'aimerais peut-être te poser une dernière question. C'est un matériau qui, enfin, vous l'avez vu avec les quelques extraits qu'on a lus, qui
je dirais, éveille beaucoup de sympathie, ce qui pour l'historienne, pour l'historien peut être un petit peu embarrassant. Il faut quand même se retenir un petit peu, ne pas trop s'attacher à ces personnages. Et pourtant, il y en a beaucoup qui nous sont très sympathiques. Et peut-être pour terminer, tu pourrais nous évoquer une figure qui t'est devenue particulièrement proche, que tu n'aurais peut-être pas osé dire dans le livre, mais que tu peux très librement formuler maintenant. Alors, je dirais, c'est vraiment une question intéressante et tu as raison, hein, lorsqu'on lit le journal intime d'un jeune garçon ou d'une jeune fille qui a tenu ce journal à l'âge de 14 ans dans les années 1700-1800, disons, évidemment, il y a tout un affect là derrière. Après, évidemment, en tant qu'historienne, on doit faire le travail, disons, de mise à distance et d'analyse de la source. Mais c'est vrai que je vais peut-être donner un exemple aussi lié à la dimension d'enquête de l'historien. Lorsque j'ai commencé ce travail et que j'ai été sur la piste de ces écrits d'enfants également, j'ai trouvé à la Bibliothèque de Genève un cahier du journal tenu par Albertine de Saussure que je citais précédemment. C'était le cahier 9, ce qui sous-entendait qu'il y avait eu un cahier 1 à 8 qui était quelque part. Et donc, j'ai un peu mené l'enquête pour savoir où est-ce que ce journal pouvait demeurer. Et ce journal était conservé par les descendants. J'ai eu la chance de pouvoir contacter cette personne. Je l'appelle, il me dit je ne sais pas trop, mais je vais regarder et je vais vous recontacter. Et quelques mois plus tard, je reçois un téléphone de cette personne qui me dit « J'ai trouvé votre journal ». Alors déjà, c'est vraiment un moment très satisfaisant. Et plus encore, quand il me dit « Et peut-être que ça peut vous intéresser, parce que j'ai également trouvé le journal qu'a tenu sa mère à l'âge de 16 ans, et également celui tenu par sa grand-mère à l'âge de 16 ans. Est-ce que ça vous intéresse ?» Alors là, vous voyez, c'était Noël, en quelque sorte. Donc, vraiment, l'envie d'aller découvrir ces journaux tenus sur 3 générations qui permettaient aussi de traiter des questions de transmission, hein, à la fois de la pratique, mais également des idées éducatives, voir comment avait été éduquée au sein de cette famille Lulin qu'on évoquait précédemment, Marie-Charlotte qui rédige dans les années 1740, sa fille Albertine Amélie qui rédige dans les années 60, et la petite fille Albertine de Saussure qui rédige dans les années 1770. Donc vraiment un grand bonheur de mettre le nez dans ces journaux qui sont vraiment des journaux extraordinaires. Le journal de la grand-mère se signale aussi par sa très grande précocité, hein, c'est 1740, la jeune fille a 16 ans, elle s'observe, elle fait un journal très détaillé et donc c'est vraiment des sources magnifiques. Merci. Ben, il ne me reste plus qu'à souhaiter bonne lecture à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Merci Sylvie. Merci François.